Le numéro d'anthropologie et société, donc situation contemporaine de servitude et d'esclavage qu'on a co-dirigé, Francine Saillant et moi, c'est le résultat en fait de recherches postdoctorales. C'est la continuité de recherches postdoctorales qui ont été conduites sous la direction de Francine, dans lesquelles j'ai investigué ce qu'on appelle le travail esclave au Brésil et la lutte contre le travail esclave. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, j'ai été confronté à une difficulté. Difficulté de travailler avec la notion même de travail esclave, c'est-à-dire c'est une notion qui est politisée, qui est utilisée par des gouvernements, par des organismes de lutte contre des pratiques d'exploitation au travail. Et la question, c'était comment est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Est-ce qu'on peut l'utiliser soi-même? Et à ce moment-là, on est dans une posture dénonciatrice. Et est-ce que c'est fondé dans une posture dénonciatrice? Donc une certaine difficulté, difficulté qui s'est trouvée renforcée quand tu allais voir aussi à une échelle un petit peu plus large, et j'ai voulu resituer cette pratique à une échelle plus globale, donc dans l'économie politique globale, notamment en la replaçant dans la problématique de ce qu'on appelle l'esclavage moderne. Pourquoi? Parce que le Brésil a été reconnu par l'ONU comme étant leader dans la lutte contre l'esclavage moderne. Et là encore, on s'est retrouvé face à une difficulté, à savoir de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'esclavage moderne et est-ce qu'on peut parler d'esclavage moderne. Et quand donc on a commencé à vouloir rentrer dans la problématique de l'esclavage moderne, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait extrêmement peu de travaux francophones, anthropologiques, sur la question. Et ceci, contrairement en fait au domaine anglophone, où il y a beaucoup plus de travaux sur la question, où on parle même de Contemporary Slavery Studies. Et une des raisons à ça, ce que moi j'identifie aujourd'hui comme une des raisons à ça, c'est une réticence à mobiliser, à aller utiliser une notion qui est extrêmement politisée en fait. Donc une réticence qui est fondée sur le fait que l'esclavage moderne est avant tout une notion qui provient des institutions internationales comme l'OIT, comme l'ONU, et qui est mobilisée beaucoup aussi par les gouvernements nationaux dans leur plan de lutte contre l'esclavage moderne. Et quand c'est fait, il y a plusieurs problèmes qui surviennent, c'est-à-dire qu'il y a une tendance à dépolitiser en fait les phénomènes qu'on étudie, c'est-à-dire qu'on ne montre pas que ce sont des phénomènes qui sont pérennisés, qui émergent ou qui sont ou des pratiques, des anciennes pratiques d'esclavage ou de servitude qui sont actualisées dans l'économie politique globale contemporaine. Et il y a aussi un processus de subalternisation, en fait, au sens de Gayatri Spivak, c'est-à-dire un déni de reconnaissance de l'agencéité, subalternisation des travailleurs, des sujets. Donc la première difficulté, c'est de réussir à situer ça, à prendre de la distance par rapport à cette notion, à la situer. Et là, ce qui a été la solution, ça a été simplement de rappeler qu'en fait, ce discours, il émerge et il est caractéristique de l'économie morale humanitaire contemporaine au sens de Didier Fassin. Donc, c'est un des premiers éléments qu'on met en place qui nous a permis d'être un petit peu plus confortable, à l'aise avec la notion, en la situant dans ce contexte précis. Donc ça nous a permis aussi de situer la spécificité de ce qu'on appelle des situations d'esclavage, de servitude et d'esclavage contemporaine. L'expression situation contemporaine de servitude et d'esclavage, elle nous permet aussi de resituer la question de la trajectoire des sujets. C'est pourquoi ça permet de replacer aussi l'agencéité des sujets qui se trouvent dans des trajectoires, et ça permet aussi de replacer les spécificités des réalités sociales, locales et singulières. On parle ici donc des spécificités sociales, historiques et culturelles qui vont avoir des définitions spécifiques et des perceptions spécifiques de ce qu'est la dette, de ce qu'est la dépendance, de ce qu'est la jeunesse, qui vont être influencées dans leur perception de ce qu'est la race, de ce qu'est le rapport au travail, dans des contextes notamment postcoloniaux. Donc, une des manières de dépasser en fait la difficulté de saisir l'objet de l'esclavage moderne, ça a été principalement de resituer en fait les situations qui étaient étudiées dans leur spécificité sociale, historique et culturelle, et dans le même temps de les connecter avec le contexte plus global qui est celui en fait tout simplement de une économie morale globale humanitaire, d'une économie politique globale capitaliste néolibérale qui permet, rend pérenne
et dans laquelle sont complètement fonctionnelles des situations contemporaines de servitude et d'esclavage, et enfin un contexte qui est postcolonial. Il y a plusieurs contributions dans le numéro qui insistent sur la manière dont le colonialisme, ou ce que certains appellent la colonialité, les formes de colonialité de pouvoir, influencent aujourd'hui les relations entre les pays en développement et les pays développés et permettent de saisir quelles sont les populations qui sont sujets des phénomènes qu'on définit comme de l'esclavage moderne. Donc ça, c'était des éléments qui sont importants et qui nous ont permis de détourner le problème de la définition en fait, de l'esclavage moderne. L'objectif de le numéro, avec Francine, on n'a vraiment pas cherché à essayer de définir ce qu'est l'esclavage moderne, mais plutôt d'essayer de situer des problématiques contemporaines qui peuvent être en fait apparentées à des situations passées de régime d'esclavage. Donc il n'y a pas un esclavage moderne, comme il n'y avait pas un esclavage passé ou ancien. Donc on a vraiment voulu insister sur la pluralité des situations, dans le même temps sans perdre de vue que ces situations plurielles s'inscrivent dans des contextes globaux. Et c'est pour ça que par exemple on a des situations qui sont extrêmement locales, où on parle de migration nationale dans des pays du Sud ou en développement. Et dans le même temps, on va aussi interroger les politiques migratoires de pays comme le Canada. On parle du Canada à 2 reprises dans le numéro, pour essayer de montrer comment, là, on a des contextes postcoloniaux qui jouent et qui vont permettre de comprendre qu'on a, par exemple, des populations mexicaines, guatémaltèques, qui sont racisées, qui vont être employées dans des fermes québécoises. Et on a, en même temps qu'on a une racialisation des rapports de travail à l'échelle globale, c'est-à-dire dans des rapports centre-périphérie. On a aussi une sexualisation aussi des formes de travail, puisque ce qu'on remarque, c'est que les travailleurs agricoles dans les fermes sont exclusivement ou quasi exclusivement des hommes. Quant aux travailleuses qui font l'aide à domicile, on est quasiment exclusivement, c'est-à-dire on parle de 90%, dans le cas de travailleuses femmes qui sont donc à 90% donc philippines. Donc là aussi, on a des formes de racialisation et de sexualisation du travail. Donc ça, c'est un autre élément qui est important à mettre en perspective. C'est la pluralité aussi des situations, qu'on parle de pays en développement ou qu'on parle de pays développés. Ça, c'était aussi quelque chose d'important à nos yeux, d'être capable de montrer tout un éventail de situations pour pas non plus stigmatiser ou mettre l'accent sur simplement une partie du globe, mais montrer qu'on a un phénomène qui est contemporain et qui est à l'échelle planétaire. Un autre élément aussi important à souligner, c'est peut-être le choix de la photo pour la couverture, puisque dans cette philosophie qu'on a eue pour construire le numéro, on a aussi cherché, quand on a voulu choisir la photo, à ne pas retomber aussi, là encore, dans une posture un peu trop polarisée, qui serait ou dénonciatrice ou misérabiliste. Et on est assez satisfait en fait de la photo au final qui a été choisie pour la couverture, qui est la photo de 2 anthropologues autrichiens et qui ont travaillé avec des réfugiés africains au sud de l'Italie qui, pendant qu'ils sont dans une situation un petit peu liminaire où ils n'ont pas de statut officiel de réfugiés, trouvent, pour subvenir à leurs besoins, du travail dans des orangeries. L'analyse de ces anthropologues, en fait, tout leur travail, c'est de les accompagner et de montrer comment cette situation, en fait, est complètement exploitée par les petites entreprises locales. Comment, en fait, c'est complètement fonctionnel dans le capitalisme contemporain. Et la photo à ce sujet est, à mon avis, assez bonne, dans le sens où elle nous montre un travailleur qui a toute sa dignité, qui est au travail, et illustre assez bien la problématique du numéro.